Diagnostiqué avec une maladie qui le tuait lentement, sa seule échappatoire à cette cruelle réalité était un jeu auquel il jouait jour et nuit jusqu'au moment de sa mort. Cependant, il s'est réveillé à l'intérieur de ce même jeu, sans rien, sans statut, sans pouvoir, désormais prisonnier du monde dans lequel il s'évadait autrefois. Il doit se battre, survivre et s'élever pour conquérir le royaume qui est devenu sa nouvelle réalité. L'histoire tourne autour de Takuto, un jeune homme passionné par un jeu de stratégie axé sur la gestion d'empire appelé Eternal Nation. Même alité à l'hôpital, il passait ses journées à jouer à Eternal Nation jusqu'à mourir, littéralement, en jouant. Cependant, ce n'est pas sa véritable mort. Quelques secondes plus tard, il se retrouve dans une forêt, assis sur un trône dans une ancienne ruine. La première chose qu'il remarque, c'est à quel point l'air est frais. Une femme s'approche de lui en lui demandant s'il s'est enfin réveillé. En voyant son visage, Takuto la reconnaît immédiatement comme étant Atu, un personnage elfe du jeu Eternal Nation. Atu s'adresse à Takuto en l'appelant Sa Majesté, ce qui le laisse complètement perplexe, ne comprenant pas ce qui se passe. Comme Takuto est un vétéran des animes, il se rend rapidement compte qu'il a, d'une manière ou d'une autre, été transporté dans le monde d'Eternal Nation. Mais que devrait-il faire maintenant? Normalement, la seule personne qu'Atu appelle roi est le seigneur de Minogra, la nation que Takuto dirigeait lorsqu'il jouait encore. Atu l'appelle alors Takuto-sama et dit qu'il est le premier joueur à avoir terminé le jeu en difficulté cauchemar en utilisant Minogra, la civilisation la plus difficile de toutes. Selon elle, Takuto figure dans le classement des leaders, ce qui lui confère le statut de joueur légendaire. Cela le rend encore plus confus. Comment le personnage du jeu pourrait-il avoir accès à des informations qui dépassent la barrière du monde virtuel? Atu révèle qu'elle se souvient de tout, de toutes les victoires, de toutes les défaites, de chaque mot que Takuto lui a dit à travers l'écran de l'ordinateur et de tout le parcours qu'ils ont partagé jusqu'à ce moment. Ému, Takuto commence à pleurer. Il dit à quel point il est heureux de pouvoir enfin parler avec Atu, son personnage préféré du jeu. Atu répond en disant qu'elle ressent exactement la même chose. Cependant, cela n'explique toujours pas comment il s'est retrouvé là. Alors Takuto demande si c'est Atu qui l'a amené dans ce monde, mais elle répond qu'elle n'en a aucune idée, car elle aussi était apparue à cet endroit quelques minutes plus tôt. Malgré tout, elle est certaine qu'ils se trouvent dans un monde qui donne la même impression qu'Eternal Nation. Peu importe où ils sont, Atu est heureuse d'avoir enfin retrouvé son véritable roi. En lui tenant les mains, elle l'encourage à recommencer le voyage depuis le début à ses côtés. Atu exprime son désir de construire un nouvel empire avec Takuto, un endroit où ils ne vivraient que tous les deux. Et Takuto, qui n'a déjà plus d'autre but dans la vie, accepte son objectif. Quand il tend la main pour une poignée symbolique, Atu entre dans le rôle de PNJ et se présente comme Isla d'Atu, une fille illégitime d'un monde en ruine, jurant qu'à partir de ce moment, son esprit, son âme et son corps appartiennent à Takuto. Atu est à l'origine un personnage de nature maléfique, et cette introduction exagérément dramatique met les deux un peu mal à l'aise. Mais Takuto joue le jeu et, entrant dans le personnage, déclare qu'avec sa fidèle compagne Atu, il fondera l'empire le plus maléfique de tous les temps, Minogra. Takuto demande alors à Atu si elle se souvient de la première action que l'empire de Minogra doit entreprendre, et elle répond aussitôt qu'ils doivent s'isoler du monde comme de véritables reclus afin d'éviter d'être repérés par des étrangers. Pour cela, Takuto convoque un éclaireur de production d'urgence, un insecte aux longues pattes. Comme Minogra est une civilisation qui règne sur le mal et la ruine, toutes ces créatures sont visuellement répugnantes, et l'éclaireur ne fait pas exception. Quoi qu'il en soit, Takuto ordonne à l'éclaireur d'inspecter les environs, et Atu souligne qu'il ne doit pas décevoir le roi. L'éclaireur obéit aussitôt et part en mission. Takuto se rend alors compte qu'il peut voir tout ce que l'éclaireur voit, ce qui lui fait comprendre, ainsi qu'à Atu, que ce monde fonctionne exactement comme dans le jeu. Il profite de l'occasion pour expliquer comment il a invoqué l'éclaireur. Son pouvoir magique total est actuellement de 200, et l'invocation de l'éclaireur a coûté 100 points de magie. Il se demande comment il devrait utiliser les points restants. Une base peut être construite avec 20 points, mais il envisage aussi d'invoquer un guerrier pour se protéger. Malheureusement, cela coûte bien plus que ce que son pouvoir magique actuel lui permet. Dans le jeu, Atu est une unité héroïque, puissante au combat, mais comme il ne faut que commencer, son niveau de puissance n'est que de 3. Quoi qu'il en soit, ils avancent et, grâce à la reconnaissance de l'éclaireur, Takuto parvient à avoir une bonne idée de ce qui les entoure, essentiellement, une forêt interminable d'arbres. Cela fait de cet endroit l'endroit parfait pour établir la base de Minogra. Cependant, Atu trouve étrange qu'il n'y ait aucun animal sauvage ni source de nourriture à proximité. Comme il serait trop risqué de se déplacer, Takuto décide de demander à l'éclaireur d'élargir encore plus le rayon de patrouille. Atu, se sentant inutile parce qu'elle ne contribue pas, devient triste, mais Takuto la rassure en lui disant que le simple fait qu'elle soit là à ses côtés lui suffit. Touché par ce compliment,
Atou est tellement émue qu'elle tombe amoureuse de lui sur le champ. Pendant ce temps, l'éclaireur repère un campement où plusieurs elfes noirs se sont réfugiés. Takuto se retrouve indécis quant à la marche à suivre. S'ils venaient à pénétrer sur leur territoire, cela pourrait causer un gros problème. Ainsi, la meilleure décision serait de rester caché pour l'instant. Atou affirme que, si quelque chose tourne mal, ils pourront toujours s'enfuir ensemble. Cela redonne de la motivation à Takuto, et il décide d'observer les elfes noirs à distance pour comprendre ce qu'ils font là. Mais soudain, 3 elfes noirs apparaissent devant eux, les prenant tous les deux par surprise. Takuto est choqué de constater que les mêmes elfes dont il voulait s'éloigner se retrouvent maintenant face à lui. Lui et Atou se demandent comment cette rencontre va se terminer. Mais, dans des moments comme celui-ci, le mieux à faire est de garder son calme, et c'est exactement ce qu'ils font. Pendant ce temps, les elfes noirs n'ont aucune intention de tuer qui que ce soit. Ils ont été expulsés de la ville où ils vivaient et, pour survivre, ils ont conduit tout leur peuple au cœur de la forêt à la recherche de sécurité. Après un long périple, ils ont réussi à trouver refuge sur une terre maudite. Cependant, il n'y a pas de nourriture, ce qui signifie que tous les enfants qui les accompagnent risquent de mourir. Le capitaine des elfes noirs, Guy, erre dans la forêt maudite avec ses soldats, inquiet que toute cette traversée ait été vaine. La terre est maudite et il est impossible d'y trouver de la nourriture. Certains soldats se plaignent qu'ils auraient préféré mourir en ville plutôt que de finir par mourir dans cet endroit inhospitalier. Ils commentent les rumeurs qu'ils ont entendues selon lesquelles la forêt aurait été maudite par un homme et qu'aucune forme de vie ou d'amour ne pourrait y survivre. Guy essaie de maintenir le moral de tout le monde. S'ils perdent espoir maintenant, il n'y aura plus aucune chance pour les enfants qui les attendent. Il rappelle à tous que ces enfants croient en eux et qu'ils ne peuvent pas reculer ni revenir les mains vides. Pourtant, au fur et à mesure qu'il avance, il commence à réfléchir aux paroles de ses compagnons. Au fond de lui, il sait qu'ils ont raison. Les chances de survie dans cet endroit sont presque nulles. Mais, même si les autres sont terrifiés et sur le point d'abandonner, il est le capitaine. Il doit diriger, il ira jusqu'à la victoire. À mesure qu'il s'approche, Guy ressent l'énergie de Takuto et Yatu et panique. Il craint que les deux ne les attaquent immédiatement et qu'il perde son peuple. Ce qu'il fera ensuite déterminera le destin de toute sa race, il doit donc agir avec diplomatie. À son arrivée, il voit Takuto, qui ressemble à un esprit sombre, et Yatu, qui a une apparence normale. Guy s'agenouille immédiatement, suivi de ses soldats. Il admet qu'ils ont envahi ce territoire et qu'ils n'auraient pas dû être là. Yatu exige de savoir pourquoi ils sont venus, alors qu'ils savaient que la zone était interdite. Guy explique tout, comment ils ont été chassés de leur ville, comment ils ont fui précipitamment, le long voyage et les enfants affamés qui les attendent dans la forêt. Il est nerveux, surtout parce que Yatu continue de lui lancer des regards froids. Il pense qu'il va être exécuté, mais alors Takuto lui demande s'il a faim. Guy ne répond pas tout de suite, mais Yatu le presse de répondre à son maître. Alors il dit que oui. Immédiatement, Takuto fait apparaître plusieurs pommes. Guy n'a jamais vu de pommes de sa vie et il ne sait même pas que c'est de la nourriture. Takuto explique qu'elle est juteuse à l'intérieur et qu'il va aimer. Guy hésite, ne sachant pas si c'est sûr, mais en se retournant, il voit ses soldats déjà en train de manger. Yatu l'encourage aussi à manger, mais il reste méfiant. Alors, Takuto fait aussi apparaître des poires. Maintenant, Guy commence à se méfier des intentions de Takuto. Les elfes noirs n'ont jamais été un peuple aimé. Ils ont toujours fait face à l'hostilité. Alors, voir quelqu'un les aider sans rien demander en retour, ça semble louche. Il dit à Takuto qu'il préfère ramener la nourriture aux enfants dans la forêt. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Takuto invoque encore plus de fruits. Guy est choqué et profondément reconnaissant. Pendant ce temps, les enfants abandonnés dans la forêt sont au bord de la mort, attendant silencieusement un miracle. Et il arrive. Ils sentent une odeur familière dans l'air. Guy et ses hommes sont revenus. Et non seulement ils sont revenus, mais ils sont revenus avec toute la nourriture et l'espoir dont ils avaient besoin. Guy dit à tout le monde de se préparer pour un festin et tous se jettent sur la nourriture. Les enfants affamés mangent et commencent à se rétablir. L'un des elfes demande à Guy d'où vient toute cette nourriture, mais il ne donne pas de détails. Il dit simplement que le destin leur a souri. Mais, dans son esprit, il continue de revivre l'image de la silhouette sombre qu'il a rencontrée plus tôt. Après le repas, tout le monde tombe dans un profond sommeil, tandis que Guy reste éveillé près du feu, veillant, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par l'un des anciens, le vieux Moltar. Moltar remercie Guy pour ses efforts, mais commente que les baies n'avaient aucun goût qu'il avait jamais goûté. Au cours de ses 200 ans de vie, il n'avait jamais rien goûté de semblable. Guy est d'accord. Lui aussi a ressenti quelque chose de différent en les mangeant. Lorsque Moltar demande d'où venait cette nourriture, Guy révèle qu'ils ont rencontré une légende dans la forêt. Ils ont erré parmi les arbres et,
par hasard, sont tombés sur cette figure mystérieuse. Moltar se demande s'il pourrait s'agir du légendaire roi des ruines. Selon d'anciens récits, le roi des ruines apparaîtrait lorsque le monde serait surpeuplé, détruirait tout et replongerait le monde dans les ténèbres. Mais personne ne sait vraiment si cela est réel, car aucun être vivant ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Moltar demande alors si Takuto s'est présenté comme le roi des ruines, mais Guy répond que Takuto ne s'est même pas présenté. Il a seulement parlé par l'intermédiaire d'une servante. Moltar insiste sur le fait que le roi des ruines ne donnerait jamais rien gratuitement. Il demande alors ce que Guy a donné en échange. Guy répond que c'était par pure bienveillance de la part de Takuto, mais Moltar n'y croit pas. Il dit qu'aucun être des ténèbres n'agit par générosité. Guy, cependant, insiste pour appeler Takuto le Grand, affirmant qu'il voulait seulement aider. Moltar rétorque en disant que ce titre ne convient pas à une créature comme le roi des ruines, mais Guy reste ferme. Il les a aidés, pour cela, il mérite cette reconnaissance. Guy se demande alors s'il n'aurait pas mieux valu que tous meurent, plutôt que d'accepter cette aide. Moltar finit par céder. Il reconnaît que Guy a raison et dit que, lorsque viendra le moment de rendre l'appareil, il s'occupera lui-même des négociations avec Takuto, que personne d'autre n'a besoin de s'en soucier. Pendant ce temps, Yatu est furieuse contre Takuto parce qu'il a gaspillé de la mana en nourrissant des étrangers. Elle le force à s'agenouiller et exige une explication. Takuto essaie de se justifier, disant qu'il a simplement eu pitié d'eux. Yatu reste stupéfaite. Elle rappelle qu'ils ne savent même pas si Minogra sera un royaume pacifique ou brutal, ni combien de batailles les attendent, et que l'utilisation de cette mana était un gaspillage. Mais, aussitôt, elle se ressaisit. Elle est une servante, elle ne devrait pas parler à son roi de cette façon. Takuto, de son côté, répond avec sincérité. Il dit qu'il ne peut pas vivre dans cet endroit sans elle à ses côtés. Ils forment une équipe. Et puis, il réfléchit qu'à l'époque où les elfes noirs étaient présents, il se sentait distant d'eux, comme s'il n'arrivait à se connecter avec personne. Peut-être qu'il est simplement timide. Atu, surprise, dit qu'elle ne s'en était même pas rendu compte. Elle pensait qu'il jouait simplement le rôle d'un vrai roi, parlant toujours à travers sa servante. Ils finissent par se chamailler de façon légère et taquine, jusqu'à ce que la mascotte de Takuto revienne avec un rapport de reconnaissance. Mais, au final, quelle est exactement la mission de Takuto dans ce monde qui ressemble à un immense plateau de jeu? Le lendemain, Geiya se prépare à rendre visite à Takuto à nouveau, et l'ancien Mouté lui demande s'il est prêt à affronter le roi. Il pense que, puisqu'ils ont accepté la charité du roi sombre, ils doivent maintenant être prêts à payer n'importe quel prix qu'il exigera en retour. Geiya s'y oppose, affirmant que Takuto n'a jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre, mais Mouté rétorque que c'est tout simplement la nature des êtres maléfiques. Ils demandent toujours quelque chose en échange des faveurs qu'ils accordent. Malgré tout, il admet que, pour survivre, ils doivent encore dépendre de Takuto, car aucun autre endroit n'est sûr pour eux. Ainsi, les deux décident d'aller ensemble voir Takuto, sans savoir qu'un des insectes espions du roi les observait depuis le début. Takuto rappelle immédiatement l'insecte pour recevoir son rapport. En apprenant que les elfes arrivent, il souhaite simplement qu'ils prennent le reste de la nourriture qu'il a préparée la veille et qu'ils repartent sans causer de problème. Takuto est nerveux, expliquant qu'il a du mal à communiquer, ce qui le fait douter de sa capacité à négocier avec les elfes noirs. Atu se propose alors de le faire à sa place, affirmant que ce sera aussi une bonne façon de montrer aux elfes que son roi ne daigne même pas parler à des gens comme eux. Peu après, Mouté et Geiya arrivent et le vieil elfe salue Takuto, le remerciant d'avoir fourni de la nourriture à son peuple. Il demande alors s'il peut connaître le nom de celui qui les a aidés. Après avoir reçu la permission de Takuto, Atu révèle son nom et le présente comme le roi de la ruine. Les deux elfes noirs sont choqués de voir leur pire crainte confirmée. Atu leur dit alors de prendre la nourriture et de partir rapidement, car elle ne va pas durer longtemps de toute façon. Cependant, Mouté exprime le désir de rendre l'appareil à Takuto et demande ce qu'il pourrait offrir en échange. Atu répond froidement qu'il ne possède rien qui puisse satisfaire son roi, alors il ne devrait même pas essayer. Elle leur demande s'ils ont quelque chose qu'ils considèrent même comme précieux, et Mouté hésite, car ils n'ont déjà plus rien de tel. Atu le lance un regard mortel en voyant son hésitation et lui demande s'il est en train de manigancer quelque chose. Mouté panique et Takuto se rend compte que la négociation prend une mauvaise tournure. Soudain, il appelle Atu pour discuter d'une nouvelle approche, et elle s'énerve en réalisant que Takuto compte être trop indulgent. Elle le réprimande, disant que ces deux ratés ne savent même pas négocier et qu'à ce rythme, ils ne feront que devenir des obstacles. Atu suggère alors de tous les tuer et de placer leur tête sur des piliers autour de la base, mais Takuto l'interrompt et lui demande d'arrêter d'agir ainsi. Il affirme que les elfes veulent simplement coexister pacifiquement et souhaitent payer pour l'aide reçue pour cette raison.
Takuto suggère qu'il demande quelque chose que les elfes peuvent offrir, au lieu de donner de la nourriture gratuitement, car cela permettra de maintenir de bonnes relations entre eux. Atu ne peut pas réfuter cette logique et informe alors les elfes que leur roi a décidé d'accepter leurs offrandes. En voyant le soulagement sur le visage de Mute, Takuto et Atu réalisent tous deux qu'il était nerveux à l'idée que Takuto soit un être maléfique typique. Atu le réprimande pour cela, mais se retrouve vite indécise quant à ce qu'elle pourrait demander en échange de la nourriture. Soudainement, Takuto a une idée et dit à Atu de demander aux elfes des informations sur le monde extérieur. Mute est ravi d'entendre cela et jure de raconter à Takuto tout ce qu'il a vu et entendu dans le monde extérieur, en détail. Atu ajoute alors qu'après avoir fait cela, il devra quitter la forêt avec sa tribu immédiatement, ce qui choque aussi bien Geiya que Mute. Ils affirment qu'ils aimeraient continuer à vivre là, sous la clémence de Takuto, mais Atu leur dit d'arrêter d'être gourmands s'ils veulent rester en vie. Geiya essaie d'argumenter, mais Mute le fait taire, affirmant qu'ils doivent obéir à l'ordre du roi. Ils commencent à se retirer, mais Takuto se sent mal de les expulser et a une nouvelle idée. Il demande à Mute et Geiya de devenir ses citoyens. Tous deux sont choqués d'entendre cela, mais aucun autant qu'Atu, qui demande à Takuto ce qu'il est en train de faire. Il lui rappelle le système de réfugiés dans le jeu, qui permet d'accueillir différentes espèces en tant que citoyens. Takuto explique que, comme les elfes noirs sont une espèce neutre, ils s'adapteraient facilement à la tribu maléfique du royaume et pourraient coexister avec les autres espèces qui y vivent. Atu exprime encore des doutes, car les espèces à alignement maléfique ont tendance à entrer en conflit entre elles. Mais Takuto lui rappelle que son espèce principale, les homoncules, ressemble à des humains démontés et remontés de façon grotesque, et qu'ils ne peuvent pas passer tout leur temps uniquement avec ces créatures. Atu accepte immédiatement dès que l'image effrayante des homoncules lui vient à l'esprit. Elle se tourne vers les deux elfes et dit que Takuto prévoit de construire un royaume ici bientôt et qu'il est prêt à les accepter comme citoyens s'ils jurent de le servir. Mute est surpris et demande à Atu ce qui se passera s'ils acceptent, et elle précise qu'ils deviendront des êtres maléfiques, mais ajoute qu'être méchant est plus amusant qu'il n'y paraît. Peu après, Takuto et Atu se dirigent vers l'établissement des elfes noirs, où tout le monde est prêt à les accueillir. Tous ont peur de Takuto, et certains des plus faibles s'évanouissent rien qu'en le voyant. Il prend place sur son trône avec Atu à ses côtés, qui annonce aux elfes noirs qu'ils vont désormais devenir citoyens du royaume. Atu demande une dernière fois à Takuto s'il est sûr de sa décision et, après avoir reçu sa permission, les elfes sont officiellement acceptés dans le royaume. Atu les félicite, disant que désormais leur survie et leur sécurité sont garanties par leur nouveau roi. Geiya se demande si c'est tout, car elle ne ressent aucune différence malgré le fait d'être maintenant un être maléfique. Cependant, il regrette immédiatement ses paroles lorsqu'une haine intense s'empare de lui et des autres elfes. Ils se souviennent des personnes qui les ont blessés et persécutés, étant submergés par un ardent désir de vengeance, tandis que les deux elfes ordinaires qui les accompagnent s'inquiètent de ce qu'ils voient. En observant la souffrance de tous, Takuto demande s'ils vont bien, et Geiya est ému de réaliser que, pour la première fois, quelqu'un se soucie de lui et de son peuple. Les larmes aux yeux, les elfes noirs commencent à acclamer Takuto et lui, même en essayant de garder son calme, et visiblement bouleversés par la scène. Quelques jours plus tard, Moult remet à Takuto une carte du continent, et le roi s'évanouit en la voyant. Atu demande ce qui s'est passé, et il lui dit de regarder la carte et de comprendre la terrible position de départ qu'ils ont reçue. Ils sont situés sur un continent dominé par deux civilisations puissantes. La première est le royaume sacré de Qualia, une nation d'humains qui vénèrent le dieu Arlo, fortement aligné du côté du bien. L'autre est Elnan, une alliance d'élémentaires ou ville des elfes dévoués à la nature, également du côté du bien. Atu panique en réalisant que, s'ils sont découverts, leur royaume sera facilement éradiqué. Elle s'évanouit aussi avec Takuto, mais il se remet rapidement et dit que, tant qu'ils ne sont pas découverts, ils ont le temps de grandir et de se renforcer. Takuto commente que, dans le jeu, son espèce principale, les Unuli, est très stupide et incapable de faire des recherches. Mais maintenant qu'il a les elfes noirs, les choses devraient s'améliorer. Peu après, les elfes noirs lui rendent à nouveau visite, et cette fois, Geiya amène son assistante, Emily. Il dit qu'Emily est une intello brillante qui en sait beaucoup sur les autres royaumes et qu'elle sera bien plus utile que lui-même. Atu déclare que le roi est satisfait de leur dévouement et annonce qu'à partir de maintenant, ils auront des fonctions importantes. Elle nomme Moult responsable des affaires internes du royaume, disant qu'elle attend beaucoup de lui, surtout parce qu'elle sait qu'il maîtrise la magie. Ensuite, elle nomme Geiya chef de la garde de Minagra et lui confie la mission de constituer une armée forte afin qu'il puisse se défendre. La tâche de recruter des soldats lui revient entièrement, et Geiya s'enthousiasme en disant qu'il va tuer tous les ennemis et exposer leur tête comme trophée.
Takuto, cependant, est écœuré et dit que la guerre est quelque chose de barbare. Atu explique à Geiya que son roi préfère la paix, ce qui rend le guerrier elfe encore plus perplexe. Pourquoi le roi de la ruine voudrait-il la paix? Moult provoque alors Geiya, se levant et disant qu'à la différence de l'autre, qui n'a que des muscles, lui sera plus utile grâce à son intelligence. Geiya prend cela comme un défi et affirme à Takuto qu'il est jeune et fort, et qu'il peut travailler davantage sans se reposer. Atu, sans se rendre compte qu'ils ne font que rivaliser pour attirer l'attention du grand-papa maléfique, pense qu'ils sont simplement deux bourreaux de travail. Elle demande à Takuto s'il devrait confier une mission aux deux, et il suggère de leur ordonner d'embellir le terrain et de construire quelques maisons. Atu transmet immédiatement cet ordre à Moult, lui demandant de rassembler suffisamment de bois pour les constructions sans détruire la forêt. Moult répond aussitôt, rappelant que les elfes noirs sont à l'origine des habitants des forêts. Takuto ajoute alors qu'ils doivent reboiser les zones qu'ils défrichent. Cela déroute les elfes, car ils n'ont jamais entendu parler de ce concept. Takuto se rend compte que leur civilisation est peut-être plus primitive qu'ils ne le pensaient et demande s'ils connaissent la magie militaire ou les 6 éléments principaux. Moult répond qu'il ne connaît que les 4 éléments et Emily dit n'avoir jamais entendu parler de magie militaire. Takuto et Atu se rendent compte que ce monde est plus en retard qu'ils ne le pensaient, ce qui, en réalité, est une bonne chose. S'ils développent rapidement leur technologie magique, ils pourront dépasser les autres nations. Atu explique alors que reboiser signifie planter de nouveaux arbres à la place de ceux qui ont été abattus. Les elfes disent qu'ils le font déjà, mais sans utiliser la magie pour accélérer le processus. Atu mentionne que le reboisement utilise les 6 éléments principaux pour faire pousser les arbres plus vite, sans gêne, attribue faussement cette idée à Takuto. Elle continue de faire l'éloge du roi, disant que c'est lui qui a créé les fruits uniques qu'ils ont mangés, et que le raisin est son fruit préféré. Emily est d'accord et dit qu'elle a planté quelques graines de raisin et qu'elles commencent déjà à germer. Cela surprend Takuto, qui ne pensait pas qu'il était possible de cultiver quoi que ce soit à cet endroit. Cependant, il se rend compte que, s'il a réussi à créer des fruits de la terre avec de la magie, il pourrait peut-être créer d'autres choses aussi. Il teste sa théorie en créant une pièce de monnaie et se rend compte qu'il peut aussi produire de la poudre à canon et d'autres éléments scientifiques. Ainsi, il se rend compte qu'il pourra accélérer le développement de sa civilisation bien plus rapidement que les autres royaumes. Pendant ce temps, dans le royaume sacré de Qualia, les choses commençaient aussi à s'agiter. La sainte Selena menait un groupe de chevaliers vers les collines enneigées pour s'occuper de quelques monstres qui représentaient une menace pour les villages voisins. Dès qu'elle aperçut les gobelins courant dans sa direction, elle pointa son bâton vers eux et les réduisit en cendres avec sa flamme sacrée. La flamme sacrée se dissipa dans les nuages après avoir détruit les monstres, et lorsque la lumière du soleil tomba sur le sol calciné, des fleurs y poussèrent. Le capitaine de la garde de nuit expliqua à ses hommes que le pouvoir de Selena brûlait les monstres de nature maléfique et créait des parterres de fleurs à leur place, et que c'était grâce à elle qu'ils entretenaient de bonnes relations avec les elfes. Ensuite, Selena dit au cardinal qu'il devrait envoyer des paladins vers le sud, car elle avait récemment eu un pressentiment concernant quelque chose de terrible sur le point de se produire dans la forêt maudite. Le cardinal refusa, disant que la forêt se trouvait à l'extrémité du continent et qu'il avait besoin de la permission de ses supérieurs pour y envoyer des paladins. Selena le menaça, disant qu'elle irait elle-même si personne n'était envoyé. Bien que le cardinal ait tenté de discuter, il finit par céder et promit d'envoyer les soldats qu'il pourrait mobiliser de son propre chef. Pendant ce temps, Takuto et Atu étaient occupés à développer leur territoire, en commençant par la construction de maisons pour les elfes noirs. Une salle du trône temporaire avait déjà été érigée autour du trône de Takuto, et il était impatient d'organiser des réunions et des conférences avec les citoyens importants de son royaume. À ce moment-là, Moult, Geiya et Emile arrivèrent sur place, et Atu leur dit qu'ils devaient commencer immédiatement la première réunion du conseil. Cependant, Emile avait un cadeau pour Takuto avant la réunion, un vêtement qui le faisait paraître féminin. Il fut ravi de ce cadeau, car ses vêtements commençaient à être sales, et il remercia les elfes pour cela. Cependant, les elfes ne remarquèrent aucun changement dans son apparence, mais ils firent confiance à Atu lorsqu'elle affirma que Takuto était superbe dans le vêtement qu'ils avaient préparé. Une fois cela réglé, elle lança la réunion du conseil, bien que Takuto fût très occupé à s'admirer lui-même. Atu décida de poursuivre la réunion sans lui et de ne consulter Takuto que lorsque ce serait nécessaire, ce qu'il accepta sans problème. Une fois la réunion commencée, Moult demanda à Atu quel type de construction il fallait ériger en priorité.
Elle répondit qu'il devait commencer par des installations de production alimentaire et, ensuite, sortir une plante à l'apparence effrayante qui serait leur principale source de nourriture pour le moment. Les elfes furent dégoûtés en voyant la plante et demandèrent à Atout d'expliquer de quoi il s'agissait. Elle expliqua qu'il s'agissait de la plante de viande, unique à leur civilisation. Atout expliqua que la plante pouvait produire de la viande ayant le goût de la chair humaine et qu'elle était très nutritive. Les elfes furent choqués d'entendre cela et dirent qu'ils ne mangeaient pas d'humains, mais Atout les rassura en disant que la plante de viande ne servirait que pour la phase initiale et que d'autres types de nourriture seraient bientôt disponibles. Elle ajouta également qu'il était nécessaire de construire des entrepôts et des hangars de gestion à côté des fermes, et Enil se proposa pour assumer cette responsabilité. Après cela, Atout passa au point suivant de l'ordre du jour, la recherche, car acquérir une technologie avancée était particulièrement important pour des nations petites comme la leur. Moulté demanda sur quel type de technologie ils devaient se concentrer, et elle répondit qu'ils allaient rechercher la technologie magie. Takuto était très enthousiaste à cette idée, et Moulté, en tant que mage, promit de faire de son mieux pour l'impressionner. Il demanda alors à Atout exactement quel type de technologie magique il devait rechercher, et elle expliqua qu'il s'agissait de magie militaire. Elle expliqua que les magies offensives ordinaires ne pouvaient toucher que peu de personnes à la fois, tandis que les magies militaires avancées pouvaient détruire des villes entières et même modifier le terrain à leur avantage. Atout ordonna qu'il rassemble les elfes talentueux en magie et commence immédiatement la recherche. Moulté était enthousiasmé par l'idée de créer des sorts qui n'existaient pas encore dans ce monde. Le sujet suivant abordé fut la stratégie militaire, ce qui enthousiasma Geia, car c'était à son tour de participer. Cependant, Takuto l'interrompit rapidement en disant qu'il n'allait pas investir beaucoup dans l'armée pour le moment. Atout ajouta que les armées coûtent cher à entretenir et qu'en temps de paix, elles ne rapportent rien. Geia fit valoir que, dans l'état actuel, ils n'avaient pas assez de force pour protéger leur roi et qu'ils devraient donc accorder plus d'attention au secteur militaire. Moulté ajouta également que lui et Geia avaient tous deux une prime sur leur tête, car ils étaient les chefs des elfes noirs, et que leurs ennemis pouvaient attaquer à tout moment. Takuto comprit les préoccupations et décida de créer un héros pour les protéger. Atout approuva, disant que créer un héros coûtait cher, mais qu'il n'y avait pas besoin d'entretien, ce qui le rendait idéal pour les besoins actuels. Les elfes ne savaient pas ce qu'était un héros, et Atout expliqua qu'il s'agissait d'êtres incroyablement puissants qui servaient directement sous les ordres du roi. Il ajouta qu'il existait des conditions pour invoquer différents héros, mais qu'il était confiant qu'il pourrait invoquer le premier bientôt, ce qui enthousiasma Takuto. Il réfléchit alors au fait que presque tout dans ce monde dépendait de la mana, et que le royaume ne pouvait collecter de la mana que de son peuple. Plus les gens étaient heureux, plus ils pouvaient générer de mana. Et Takuto est déterminé à faire de son royaume l'endroit le plus heureux de cette planète. Pendant ce temps, dans le royaume sacré de Qualia, un jeune paladin nommé Lonius a été choisi pour intégrer l'équipe d'investigation qui sera envoyée dans la forêt maudite. Un paladin vétéran nommé Vertli l'accompagne également, et son passe-temps favori est de taquiner Lonius, qui est beaucoup trop sérieux et strict avec les règles. Vertli se plaint que l'équipe d'investigation est bien trop petite, composée seulement de 2 paladins et de quelques mercenaires. Il fait remarquer que l'Église devrait accorder plus d'attention à la prophétie de Selena, et Lonius est d'accord, mais il sait qu'il est impossible de deviner ce que pensent les supérieurs. Il est également conscient que, s'ils réussissent, ils seront grandement récompensés, mais si jamais ils échouent, toute la faute retombera probablement sur lui. De retour à Ninagra, Takuto inspecte les progrès de sa civilisation. Il est nostalgique, car il a déjà vu cette phase initiale des milliers de fois à travers un écran, mais cette fois, il voit tout de près. Emily guide la visite et explique que les elfes noirs sont des spécialistes dans la construction de maisons dans les arbres. Cependant, le rythme est lent pour l'instant, car ils concentrent leurs efforts sur les arbres de chair. Les arbres poussent bien, et les installations de stockage et de gestion ont déjà été construites. Emily ajoute qu'ils ont trouvé une source d'eau douce à proximité et qu'ils testent la possibilité d'en extraire de l'eau. En ce qui concerne la recherche magique, Moultre et d'autres mages se consacrent au tout nouveau centre de recherche. Takuto est heureux d'apprendre tout cela, surtout de voir que les elfes prennent des initiatives, comme chercher de nouvelles sources d'eau.
Il est ému de constater que les elfes, qui semblaient auparavant épuisés à leur arrivée, affichent maintenant des visages heureux. Quand il en parle à Emily, elle se met à pleurer de joie, ce qui effraie Takuto de la voir s'effondrer ainsi. Merel se ressaisit rapidement et poursuit la visite. Elle les conduit jusqu'à la plantation des arbres à viande et explique que, grâce aux outils fabriqués par Takuto, la première récolte aura lieu bientôt. Ensuite, elle les emmène jusqu'à la source d'eau qu'ils avaient trouvée, mais elle remarque que l'atmosphère du lieu a complètement changé. L'eau s'est assombrie et Emily se montre déçue, pensant qu'ils ne pourront plus l'utiliser. Avant que Ratu ne puisse expliquer, Moultre et Geia arrivent aussi pour voir la source et sont d'accord avec Emily, estimant que l'eau semble inutilisable. Cependant, Ratu en prend une gorgée et affirme que l'eau est parfaitement sûre à la consommation. Elle explique alors que l'environnement semble désormais sombre et lugubre parce qu'il fait maintenant partie de Minagra, grâce à une fonction appelée terrain maudit. Takuto demande aux elfes de respirer profondément et, soudainement, ils sentent leur esprit plus clair et leur corps rempli d'énergie. Ratu explique que le terrain maudit favorise les créatures d'alignement maléfique et pénalise celles d'alignement neutre ou bon. Comme les elfes noirs font désormais partie du royaume, ils sont considérés comme maléfiques et, pour cette raison, l'eau est sans danger pour eux. Geia le confirme en buvant l'eau et Ratu déclare que bientôt toute la forêt sera englobée par le terrain maudit. Cependant, Takuto considère cela comme problématique, car le terrain se remarque trop. Moultre est d'accord, disant qu'avec la forêt assombrie, les ennemis pourraient facilement les repérer. Geia propose à nouveau de créer une armée, mais Ratu et Takuto réaffirment qu'ils vont invoquer un héros. Moultre commente qu'il ne comprend toujours pas bien ce qu'est un héros et Ratu décide d'enseigner par un exemple pratique. Soudain, elle invoque des tentacules sombres depuis son dos, abattant des arbres avec facilité avant de révéler qu'elle-même est une héroïne. Et même en utilisant seulement 1% de sa puissance totale, elle serait encore capable de vaincre des armées entières. Takuto, tout excité, se vante devant les elfes surpris, disant que les héros sont incroyables et qu'ils deviennent de plus en plus forts avec le temps, même sans rien faire. Cependant, il change vite de sujet et réprimande Ratu pour avoir abattu des arbres juste pour se montrer, lui demandant de nettoyer le désordre ensuite. Les elfes, quant à eux, sont émerveillés par la démonstration de puissance et déclarent que Takuto est un être exceptionnel pour avoir des subordonnés aussi puissants. Ils décident qu'ils doivent construire un grand palais digne de Takuto, mais il leur dit que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Malgré tout, les elfes refusent de laisser leur roi vivre dans des maisons ordinaires comme eux. Ratu ajoute également que la construction d'un palais rendrait le peuple plus heureux, donc il serait bon de les laisser le faire. Takuto finit par céder et autorise la construction, disant que dans le futur il souhaite avoir une forteresse volante, mais que pour l'instant, un palais ordinaire suffira. Et c'est là que la vidéo se termine.